Et bonjour à tous, bienvenue. Voilà, je suis aujourd'hui avec Jacques. Donc bonjour Jacques. Bonjour à tous. Et je suis Voilà, aujourd'hui avec Karine Lefrançois. Parfait. c'est ça, c'est moi. Voilà. Donc nous avons décidé avec Jacques de faire cette vidéo pour parler des emblèmes de l'alphabet. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, Jacques, et je vais te poser une première question, comme ça va mettre tout le monde d'accord. Peux-tu nous expliquer la différence entre un emblème et un symbole? Tout de suite. Un symbole a une vocation universelle et éternelle, qui n'est pas le cas de l'emblème, qui lui est ponctuel, relatif à une culture et à un moment. Et la conséquence, c'est que la confusion des deux est au grand préjudice des deux. À savoir, il y a très très peu de symboles, il y a une quasi-infinité d'emblèmes qui constituent grosso modo l'essentiel de la culture antérieure à la nôtre, puisque tout le monde parlait par emblème. Cette chose a été entretenue jusqu'à peu près la Révolution française, et depuis, on imagine que les mots sont supérieurs aux emblèmes en termes de signification et de transmission. C'est une totale sottise. Pour être précis, il suffira de regarder dans les choses parmi les plus anciennes, notamment l'armée. L'armée s'exprime essentiellement par emblème, même si les discours des généraux, des caporaux ou ce que l'on veut, vient ponctuer tout cela. On reconnaît un gradé selon l'emblème qu'il porte, c'est-à-dire 3 barrettes pour un capitaine, par exemple, 4 pour un commandant, etc., ou un adjudant avec une barrette, mais barrée au centre, etc., des choses de cet ordre. Il en va de même pour le contexte des pompiers, des pompiers de la mer, et toutes sortes d'institutions où la communication se fait aussi bien par l'oreille que par l'œil. Donc, il n'y a pas une corporation des physiciens, des chimistes, etc., etc. Néanmoins, eux aussi fonctionnent sur des emblèmes. À savoir, on a une carte des emblèmes qui est constituée de la célèbre table des éléments de Mendeleïev, qui permet d'identifier des produits et de remettre le contexte. Ça tient lieu de déterminatif dans ce domaine. En musique aussi, on a des emblèmes, c'est une écriture spécifique qui parle à celui qui les a appris et non pas à tout le monde. Or, parler à tout le monde, c'est le symbole. Voilà. Mais il y a un croisement des deux de temps en temps, et il faut mettre en intermédiaire des emblèmes convenus et qui sont significatifs à partir de symboles. C'est plus difficile, on appelait ça des glyphes, c'est-à-dire ce qui s'écrit. On va prendre un glyphe qui est relativement connu, enfin, je suppose, c'est pour les dames que je parle, c'est en matière d'astrologie. Lorsqu'on voit le bélier, on voit 2 lignes qui partent en volute et qui se réunissent au centre pour descendre. Voilà. C'est censé représenter le chanfrein de l'animal et ces 2 parties au-dessus des yeux qui protègent les yeux, etc. Donc les sourcils. Et cette figure, en réalité, comprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de significations. C'est également la lettre V de vie et de volonté, puisque pour commencer à vivre, il faut exercer sa volonté. C'est la première chose que l'on doit exercer. Avant même d'avoir pris son premier souffle, on doit prononcer cette lettre V. Donc, c'est également, donc, outre cette signification, c'est-à-dire le dessus des yeux et le nez pour la vie et les yeux pour la relation de la vie avec le reste, on fait intervenir une qualité qui s'appelle la volonté. Et ça, c'est la valeur emblématique générale d'un glyphe. On en a plusieurs autres. Par exemple, quand on dessine ça dans le zodiaque lui-même, ça veut dire que le sens de lecture du zodiaque part vers le bas du bélier pour aller au taureau, etc., etc. Et là encore, c'est une écriture tout aussi bien que celle de l'alphabet, c'est-à-dire le début, c'est la volonté, et ensuite, avec le glyphe du taureau, c'est la force, la stabilité, etc. Donc on voit quand même que c'est du travail très bien pensé. On verra ultérieurement s'il y a lieu d'expliquer entre ces choses-là. Donc pour faire bref, la différence, c'est que le symbole ne se comprend qu'à mesure qu'on le cherche, qu'on le recherche. C'est-à-dire il faut une introspection. L'emblème, c'est une convention. Je vais donner par exemple un emblème qu'on trouve un petit peu partout chez les anciens, qui est composé de 2 barres superposées de cette forme-là. Donc ce sont des choses qui font référence, dans le sens que je veux y donner, à un véhicule particulier qui s'appellera la marque Citroën.
Si j'avais fait ça, j'aurais désigné, mais pour les grossiers personnages, ça sera autre chose. C'est la marque Renault, hein. Donc, et ainsi de suite. Et les marques sont des logos qui sont constitués d'emblèmes et non pas de symboles. On ne peut pas dire que le losange est le symbole de la marque automobile Renault, ni même que les chevrons sont la marque automobile du groupe Citroën. Ça, c'est une impropriété de langage. Donc, il faut bien séparer le mot. Néanmoins, ce mot a été utilisé de manière inconséquente jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, partout, on utilise le mot symbole à la place du mot emblème. C'est à chacun de faire la nuance. Je rappelle que pour l'emblème, il y a un contexte, un domaine donné, et surtout, c'est une des modalités de la transmission parmi les meilleures. Si vous connaissez un emblème, c'est celui de l'écureuil. Alors, tu sauras me dire de quel contexte sort l'écureuil en termes d'emblème ou de logo? Non? Non. C'est le système bancaire. Ah oui! Voilà, c'est l'épargne, la notion d'épargne. Parce que l'écureuil, qui est donc cet emblème, il a pour habitude de mettre ce qu'il récupère, qui se mange dans ses bajoux et le déposer dans un trou, etc., parce qu'il met ces choses-là de côté pour la saison où il ne mangerait pas s'il ne faisait pas ça. Donc, il sait déjà qu'il doit, par avance, mettre des choses de côté pour les manger. Il n'est pas le seul, le chien fait pareil, il enterre des os et toutes ces choses-là. Donc, c'est l'emblème général de l'intelligence qui fait un dépôt de son intelligence, qui dit, par cette chose intelligente que tu fais, tu pourras continuer à vivre. C'est normalement, ça devrait être aussi l'emblème de la culture. La culture qui consiste à mettre des graines dans le flanc de la terre pour qu'elles poussent et qu'elles donnent 10 fois ce qu'elles ont suscité de travail antérieur. Et ainsi de suite. Donc on voit que les emblèmes, ça peut recouvrir des notions extrêmement diverses, comme je le faisais dans une de tes précédentes émissions, consacrée, autant qu'il m'en souvienne, à la langue française. Voilà. Il fait plus beau aujourd'hui, c'est très chouette. On continue. Autre question? Oui, j'ai une autre question. Peux-tu me définir ce qu'est un alphabet? C'est la succession des lettres qui permet de reconstituer des mots, et cette succession n'a pas été faite au hasard. D'abord, il y a 3 catégories de lettres, et j'ai expliqué dans l'interview précédente que ces éléments ternaires sont la base de l'enseignement des anciens. Mais il y a l'aspect quaternaire aussi, si on considère le feu, c'est-à-dire les 4 éléments. Donc j'y reviendrai. Dans tout alphabet, il y a au moins la séparation entre les consonnes, les voyelles et les semi-consonnes, semi-voyelles, ou semi-voyelles, semi-consonnes, au choix. C'est-à-dire il y a des lettres telles que la lettre H qui modifient la prononciation devant le P, devant le C, etc. Avec le P, ça fait la lettre F, si je puis dire, qui est la 6e de notre alphabet. C'est intéressant puisque sa valeur emblématique à cette lettre F, c'est la paternité. Donc tout ce qui engendre s'appellerait par F. Le feu, par exemple, dit directement « j'engendre le meilleur ». En grec, c'est « éou », le meilleur. Donc Eugène naît du meilleur, par exemple. Donc le feu. Mais si on lit à l'envers, on a le mot « œuf » qui, lui, génère une idée de commencement, de plénitude, de dynamisme vital, etc. Donc on voit que ces mots, selon la manière dont on les considère, peuvent avoir des contenus complémentaires, mais quelque peu différents. Donc, éou, c'est quand même un terme qui veut dire le meilleur, ça veut dire exactement ce que j'ai signifié tout à l'heure avec l'écureuil, dont le mot commence par et, c'est-à-dire éou, en grec ancien, le meilleur, ça se traduit par énergie mise dans une urne, dans le U, le E mis dans le U. Voilà. Donc, l'alphabet, il réunit dans un ordre très spécifique des lettres, c'est-à-dire des formes, des prononciations et des valeurs conventionnelles, c'est-à-dire 3 particularités. Ces 3 particularités peuvent être lues comme pour la forme, ce serait le corps, pour l'âme, ce serait la prononciation, et les contenus conventionnels, ce serait l'esprit de la chose. Or, l'esprit, il est invariable, mais il est contenu dans le reste, c'est-à-dire, par exemple, je dis la lettre A, ça sous-entend le ternaire du début, on regarde ma tête à l'intérieur, le ternaire du début, mais qui engendre le binaire, c'est-à-dire la polarité,
et on doit retourner à l'unité, c'est-à-dire au point, au sommet le plus élevé, pour comprendre qu'il y a une leçon importante. Cette lettre, c'est l'emblème du don. Cette lettre avait la même signification formelle et idéographique en Égypte ancienne, à savoir, il y a une lettre qui s'appelle Di, c'est-à-dire une lettre graphique, qui est constituée d'un triangle point en l'air assez étroit, avec une toute petite ouverture ici, comme si les hampes qui constituent le A étaient tellement épaisses que ça masque l'élément horizontal et central. Donc cette lettre, elle se lit 3 si on considère d'abord ça, et ensuite ça fait 1, 2 et 3. Mais ça peut être 5 également, c'est-à-dire l'intermédiaire dans le nombre, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5. On me suit bien, j'espère, ça aurait pu être fait en graphisme, mais peut-être ce sera le cas dans le film. Donc ça se lit 5 et 3, 8. Et comme on le sait, je l'ai montré dans ta précédente, le A, il est ici, mais quand on l'ouvre, il devient la 8e lettre, la lettre H. Mais la lettre H, elle peut être aspirée avec le A ou expirée avec le E, qui est la 5e lettre. Et on voit que le rapport entre le C de la 3e place, avec les 3 barres, le E de la 5e place et le A de la 1re place, c'est très intéressant puisque la totalité est intéressante en elle-même. C'est-à-dire 5 pour le E, 3 pour le C, 8, et le A, 1, ça fait 9. C'est la totalité du nombre. Donc ce sont des conventions qui paraissent stupides à toute la trollitude inculte. Pardonne-moi, j'avais dit que je n'en parlerai pas, mais il faut que je positionne mon propos. Et qu'ils appellent ça de la numérologie sans comprendre, sans avoir étudié. Ils pensent que c'est anti-scientifique, mais ça c'est leur problème. Leur ignorance est anti-scientifique. Ils ne veulent pas s'orienter vers les choses du passé comme si on avait été engendré par des idiots, parce que c'est là qu'est le paradoxe. Ils pensent être intelligents alors qu'ils auraient été engendrés par des idiots. Allez, je n'en dis pas plus. On revient à l'alphabet. Donc la première lettre, c'est une voyelle, c'est-à-dire qu'on est obligé de l'utiliser pour prononcer une consonne. On dit par exemple B, on prononce la modification linguistique B, qui est une explosive, B, avec E par codification, parce que c'est une projection énergétique, B. Le C, c'est pareil, on fait un frottement, mais il y a une projection énergétique, comme dans le T, etc., tout ce qui est suivi par E. Cette figuration est tellement importante que dans les langues anciennes, écrites, comme on n'avait pas la figuration des voyelles, on était obligé de tout prononcer par E. C'est long après qu'on a pris l'habitude de dire I ou E, et voire même A, etc. Donc au début, il y avait la prononciation par E, comme bébé, par exemple, mère, qui est une altération du E, mais il y a 2 fois E dans ce mot-là, etc. Donc une mère, c'est quelqu'un qui engendre la même chose que la terre, sauf elle fait naître à partir d'un M mouvement, alors que terre, c'est fixé. Toutes ces choses-là s'apprennent très lentement. Il faut comparer les mots et savoir la valeur conventionnelle des lettres. Donc pour ce qui est des voyelles, elles figurent l'énergie, toujours en mouvement. Et en effet, s'il n'y a pas de voyelles, il n'y a pas d'énergie dans la parole. On ne peut pas faire des mots avec une succession de consonnes. Néanmoins, l'écriture ancienne était faite ainsi. Notamment l'hébreu qui pose des problèmes parce que non seulement il y a une succession de consonnes imprononçables, mais en plus il n'y a pas de séparation entre les mots. Ça, c'est l'écriture biblique. J'en profite par parenthèse pour dire que, par exemple, Mauro Biglino, l'italien exégète de la Bible, a fait une erreur fondamentale, c'est de prétendre traduire la Bible massorétique, c'est-à-dire avec des illustrations qui donnent la séparation des mots d'une part et la prononciation d'autre part. Mais ça, c'est venu petit à petit et ça s'est arrêté environ au XIIe siècle de notre ère, c'est-à-dire 17 siècles après l'écriture de la Bible. Donc c'est une erreur fondamentale, il faut être capable de lire le texte biblique sans les massorettes, parce qu'en réalité c'est une quantité invraisemblable de jeux de mots d'une part et de prédictions d'autre part. Donc en faisant cette traduction, il a cassé tous les liens avec le prédictif. Tant pis, c'est comme ça. Pour la parole, on a ce même problème, on a des mots d'une quantité de lettres variables. Quand je dis par exemple sol, nous avons 3 lettres. On a dit tout à l'heure, juste en commençant, que la succession des lettres a un sens. Je commence par la lettre emblématique qui dit manifestation. Ensuite, totalité.
et la forme du soleil en même temps, et L, c'est la lettre emblématique de l'ordre. Or, son rang dans l'alphabet est le 12e, et la conséquence, c'est que cette lettre O et L assemblées figure le zodiaque. Manifestation du centre du zodiaque pourrait être lue pour le mot sol pour soleil. Mais je rappelle que soleil, en français, se lit aussi bien en grec, sauf qu'on lui ajoute en grec la lettre H, relation entre le haut et le bas, c'est-à-dire le transcendant et l'immanent, et auquel cas ça sera mélangé, les lettres seront mélangées, on lira Hélios, avec la lettre H expirée, parce que le soleil donne de sa substance et fait respirer et donne la vie comme ça. Mais en plus, c'est anagramme du mot isolé, parce que cet astre, en effet, n'a pas de semblable dans notre système solaire. Donc, bien sûr, à chaque fois qu'on évoque les capacités emblématiques, il n'y en a pas une seulement, c'est multiple. La différence, c'est que le symbole, lui, c'est universel. Le symbole s'applique à toute situation. Le cercle, c'est le symbole et l'emblème. L'emblème du soleil, mais le symbole de la totalité, de la chose fermée ou rayonnante, etc. Petit à petit, on fait des efforts pour percevoir les nuances. Mais il n'y a pas de différence ontologique, c'est-à-dire dans les fondations même du langage, il n'y a pas de différence entre ces deux-là. À une nuance près quand même, le mot symbole dit bien en grec ce qu'il veut dire. C'est une chose et le reste de la chose. Pour les profanes, le symbole, comme le dit le mot en grec, c'est deux choses qui ont été séparées et réunies. Mais nous, on dit, par exemple, ça va être une pièce qu'on aura cassée et on joint les deux bouts. Pour les anciens, ça n'est pas du tout cela. C'est la liaison entre le transcendant et l'immanent. À savoir, on doit lire le symbole comme une chose qui émane du ciel et qui se colle à une chose terrestre pour être lisible. Je vais tâcher de donner des exemples. On voit, par exemple, dans la statuaire bouddhique, on voit un personnage qui est assis en lotus. Rien que cela, le mot lotus devrait faire penser aux 4 éléments sur lesquels sont fondés tous les aspects de l'existence. Mais personne ne le fait. En plus, il montre ses genoux. To know en anglais, c'est connaître. C'est une articulation. La connaissance se base sur l'articulation et la lettre L a une articulation. Si je développe la valeur emblématique de la lettre L, ce sont le petit et le grand côté. Je ne le dirai pas en grec, mais c'est catète et bon, peu importe, vous le chercherez si vous voulez. Et en plus, la ligne qui joint les deux pointes, ça fait 3 lignes. Donc, ça veut dire que c'est une lettre fondamentale de la même manière que le A. Et le rapport entre 1 et 12 est celui entre le soleil et le zodiaque. Donc, on voit qu'il y a énormément de liens sémantiques entre des choses qui semblent ne pas avoir de sens. C'est là où se perdent les oiseaux, vraiment, parce que les oiseaux, ce sont ceux dont j'étais promis de ne pas parler, parce qu'ils ne reconnaissent pas le fait que cela, ça a été ordonné. Comme j'ai dit une autre fois, on va le voir dans le film. On va découvrir dans le prochain film, La révélation des pyramides numéro 2, que l'alphabet est porteur, non seulement dans la forme des lettres, dans la structure de ce que représente chaque syllabe ou chaque consonne, mais également dans le nombre qui constitue l'alphabet. Donc on va partir sur cette notion de nombre. Notre alphabet à nous, français, prétendument serait venu du grec puis du latin. C'est faux, c'est l'inverse qui s'est produit. Peu importe. Par ailleurs, on a 26 lettres. C'est important parce que, au moment où s'est répandu l'alphabet français, nous étions dans l'ère précessionnelle de 26. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que dans un mois précessionnel, c'est-à-dire 2160 ans en moyenne, il y a 1 et 26 mélangés. Ça aurait pu être 216, qui est le nombre des gradins, si je puis dire, ou des marches de la Grande Pyramide. Quand on a enlevé la totalité, il y avait 216 assises. Mais en ce qui nous concerne, c'est parce que la langue française est devenue une langue à proprement parler, c'est-à-dire une unité linguistique, grosso modo à l'époque du mois précessionnel dit du bélier. Or, dans ce mois, en astrologie, et c'est pourquoi l'astrologie est un langage qu'il faut connaître, on ne jugera pas de l'astrologie dans ses attitudes actuelles, c'est-à-dire on ne va pas prédire 12 destins pour 12 personnes dont le signe de naissance est différent, mais c'est beaucoup plus que ça, l'astrologie. C'est un langage à l'ancienne qui recouvre toutes les notions d'astronomie. Quand je dis bien toutes, on verra au fur et à mesure que je pourrai développer mon langage ici, en vidéo, en audio, etc., voire en conférence, en visite sur site. Donc, je reviens à cette notion où le mot soleil impose l'astre
qui donne la chaleur, la lumière et la vie, grosso modo, à l'ensemble, et sur l'ensemble duquel astres tournent les planètes qui constituent notre environnement. Et donc le zodiaque, il est ordonné avec 12 signes, d'où la lettre L qui signifie l'ordre, qui est au 12e rang. Et si on regarde bien ce que je disais tout à l'heure, nous avons une partie haute, une partie courte et basse, et nous avons la partie intermédiaire. Si ces parties-là sont en nombre entier, nécessairement, cette partie-là, obligatoirement, c'est une loi générale, sera un nombre irrationnel, à quelques exceptions près. Ces exceptions jouent un rôle énorme dans la culture ancienne parce que ça détermine, comme des constantes d'ailleurs, des situations biologiques ou astronomiques, etc., de grande amplitude. Ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on parle de la structure de l'alphabet. C'est pourquoi, quand même, il faut noter que la lettre A commence par AL, AL. Donc, il y a le don de l'ordre qui est formulé dans le mot alphabet. Donc, on a A, L, et ensuite, on a PH qui veut dire F, le père de quelque chose, comme je l'ai expliqué avant. Vous voyez, comme c'est rusé, je donne la leçon avant et je l'explique ensuite. L'exemple est fourni antérieurement et après la leçon vient. C'est comme ça que faisaient les anciens. Ça nécessite pour l'enseignant une très grande pratique, une habitude, parce qu'il faut qu'il normalise sa pensée. Et l'alphabet, c'est déjà une pensée normalisée. En conséquence, dans le mot alphabet, on a tout ce qui nous importe. On commence par une voyelle, on continue par une consonne et on remet une consonne et une demi-voyelle, la lettre H. Donc, on donne les formes constitutives des lettres. A, voyelle, L, consonne, mais en relation avec la voyelle. Ce qui est intéressant à constater, c'est que la première lettre, le A, est un triangle, normalement soit isocèle, soit équilatéral, alors que la deuxième lettre, L, c'est un triangle rectangle, avec ses propriétés et tout cela. Et tout ça, ça doit être pris en considération parce que le contexte de la pensée chez les anciens, c'est ça. Quand ils écrivent, par exemple, le nom de la divinité, ils écrivent Al. À Elohim, par exemple, c'était écrit à la translittération ancienne A-E-L, c'est-à-dire A, don de l'énergie, E-L, organisée. C'est ce que définit un Dieu créateur, c'est cela. Mais on a mélangé tout ça avec le caractère éminemment élevé, d'où la lettre E et L au début du mot élevé. On écrirait volontiers L et V à côté, hein, pour le dire. Par exemple, Viollet-le-Duc, il signait V pour violet, L pour le duc, et non pas LD comme on imagine. Et ça se lisait par les initiales LV. C'est pourquoi sa statue s'est trouvée au sommet de la cathédrale qu'il a restaurée, la cathédrale Notre-Dame. Et heureusement, cette statue a été sauvée avant l'incendie, comme si c'était seulement le toit qui importait d'incendier, ce qui était le cas, le sommet de la chose. Eh bien, ce Viollet-le-Duc-là, il était évidemment renseigné par la voie culturelle qui était la sienne, architecture. Or, le mot qui commence architecture, c'est encore la même chose, c'est un don, c'est la lettre A. Mais je vais vous emmener sur une autre strate de la compréhension de cet alphabet. En réalité, vous regardez la lettre A et comme un enfant, vous voyez que ce sont les pentes du volcan Fusijama avec le sommet enneigé, très régulier. Mais c'est valable pour toutes les montagnes. En réalité, c'est-à-dire une montagne à sommet avec les neiges. C'est important parce que si ça devait intéresser les gens qui s'occupent d'ufologie et d'extraterrestres, il y a là une démonstration quasi absolue de la provenance de l'alphabet, parce que militairement parlant, et je sais de quoi je parle, nous avons l'obligation, quelqu'un qui vient pour la première fois sur une planète, il est obligé d'atterrir seulement au sommet des montagnes. D'abord parce qu'il y a très peu de monde, parce qu'il y fait froid, que les intempéries sont impossibles à vivre, etc. Mais il voit tout le reste de la Terre du sommet. En plus, il a de l'eau en quantité, c'est la neige. Il peut se couvrir du froid en réalisant des igloos, en creusant dans la neige, etc. Et la blancheur, s'il s'habille de blanc, il est tranquille, personne ne le voit. Avec le B, la lettre emblème du foyer, du lieu où l'on vit, etc., de l'enceinte aussi, on a la naissance. Il est indispensable d'avoir, ça veut dire chez les anciens, une maison avant d'engendrer des individus. On est obligé d'avoir une enceinte éventuellement fortifiée au lieu d'avoir d'abord une enceinte éventuellement pleine d'un enfant.
Voyez comment ça se situe. Et donc, la lettre C, c'est la Lune. Ça sous-entend dans cette approche militarisée que on vient avec ce qu'il faut pour vivre dans un ventre, sac à dos, ça peut être en l'occurrence, mais la lettre C, c'est on ne fait pas de sorties diurnes qui viendront après, mais nocturnes. A, B, C, D. C pour la Lune et D parce que c'est la lumière. Dans la graphie grecque, le delta, c'est un triangle point en l'air et c'est la première lettre qui rejoint le A par sa forme, le triangle du A, le triangle du delta. C'est important parce que le delta, c'est la 4e lettre de l'alphabet grec, et quand vous faites la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10, et on retrouve le 1 qui est le rang de la première lettre. Donc toutes ces choses-là sont intéressantes et fondamentalement utiles pour comprendre la pensée des anciens et leur science. C'est parce que c'est une science synthétique qui a été laissée à comprendre et à voir et même à toucher dans les grandes pyramides, notamment celle de Gizeh, qu'on a des difficultés, nous les modernes, à comprendre cette modalité. Mais quand on dit 12, chez les anciens, ça peut être aussi bien 1,2 que 12, ou encore 21. C'est-à-dire que c'est une forme de signalisation. Pas plus qu'il ne donne de sens à une lettre dans un mot comme de nos jours. Nous, on ne sait pas que le mot table, commençant par la lettre T, il commence par T parce que la valeur emblématique du T, c'est la stabilité. C'est une croix. On peut poser quelque chose dessus, mais c'est une croix qui est plantée dans le sol et qui donne la verticalité et l'horizontalité qu'on retrouve dans la lettre L, l'ordre. Donc, quand vous avez Atlantide, vous avez T d'abord et L ensuite, et A avant. Donc, on comprend, si on sait lire lettre par lettre les valeurs emblématiques, les rangs, les nombres de la constitution et les figures géométriques qui vont avec, on comprend ce que veut dire le personnage qui écrit. Ainsi, le mot Atlantide, je l'ai donné en article dans mes livrets, on peut le lire Atl. Cette langue-là, c'est du mexicain ancien. Atl, ça désigne tout ce qui est marin, tout ce qui est grandes études. Ça veut dire eau en olmèque, soyons clairs. Et Ol pour Olmec, c'est Al pour chez nous, hein, soyons aussi clairs que possible. Quant à Mec, ça va vous faire sourire, c'est le nom par lequel on désignait l'humanité en général chez les Olmecs. Donc, c'est un peuple de l'eau dont il est question. Et les Olmecs sont des successeurs de ceux que nous, en Europe, on a appelés les Pélages. Les Olmecs se sont installés principalement dans la zone du Mexique, qu'on appelle le Yucatan, parce qu'il y a eu un cataclysme énorme, qui a laissé d'ailleurs une marque là-dedans, circulaire, sur le bord est du Mexique. Et ils sont revenus chercher, s'installer là-dedans, parce qu'ils y trouvaient énormément de nouveautés, si je puis dire, naturel, peu importe. Les Égyptiens, c'est un peuple de la mer aussi, mais c'est un peuple qui s'est stabilisé en bord d'un fleuve parce qu'on est obligé d'avoir recours à l'eau pour vivre. Bon, il ne faut chercher les civilisations primaires qu'au bord de l'eau, que ce soit l'Indus, que ce soit le Gange, que ce soit donc en Inde, que ce soit l'Amour, c'est un fleuve russe cette fois-ci, ou le Yangtze, ou le fleuve jaune, etc. Ce sont dans ces zones-là qu'on a eu affaire au développement des civilisations. C'est pourquoi le mot eau et le terme eau s'écrit en 3 lettres en français. Ça n'a rien à voir avec water ou Wasser, water, l'eau, voilà. Mais notez que eau, il y a 3 lettres, mais water, il y a terre dedans. Donc, c'est bien, ce sont ces ponts-là qu'il faut connaître pour passer d'un sens à l'autre, avoir la nuance et la complétude du propos. En français, on peut avoir la totalité de l'explication de quelque chose en 15 lignes. Et quand je dis, ça peut être l'astronomie complète exposée en 15 lignes en choisissant les mots qui sont… Ainsi, je donne un cours sur les ouvrages de Fulcanelli, qui est l'un des derniers très grands connaisseurs de cette culture, par lequel je me suis instruit aussi, et donc dont je poursuis en quelque sorte l'œuvre. Ce personnage, par exemple, quand il donne Fulcanelli, la lettre F, on sait que c'est la lettre de paternité. En réalité, il dit dans son patronyme, qui est évidemment un pseudonyme, mais de valeur, Fulca, c'est pour Vulcain. Donc il commence par une divinité qui est un être intermédiaire entre le créateur et la créature. Il commence donc au milieu, il se situe comme Hermétis, première lettre. Et il le dit d'une autre manière, il dit « Moi, je ne me mélange pas aux choses terrestres ». Il choisit la lettre F parce qu'il y a une barre en haut, une barre au milieu, mais pas en bas pour faire le E qui vient juste avant. Donc, par cela, il indique qu'il est 6.
Et 6 dans le jeu des tarots. Je vais tâcher de trouver cette carte aussi vite que possible. C'est celle-ci. Pardon, nous y sommes ici. C'est l'arcane 6. Il se situe dans le système scientifique parce que cette carte a pour emblématique générale l'amoureux. C'est la force d'attraction et réciproquement de séparation, mais ça se dit gravitation en termes de science. Donc l'amour, c'est pour le sentiment et la gravitation, c'est pour le non-sentiment, c'est ce qu'on pourra dire globalement matériel. Donc il dit comme cela, je suis un scientifique, je suis le père de ce que je propose sous ce nom-là, et je suis le père parce que je recommence un cycle. En effet, toute la force de l'hermétisme a été dissoute par la Révolution française avec R, force, F, paternelle. C'est-à-dire cette révolution avec pour objet de dire on recommence un cycle. Il y a une erreur dans le timing, mais ça n'est pas le sujet à l'ordre du jour. Néanmoins, donc, vous avez RF pour République française et RF pour Révolution française, parce que c'est de ce centre-là que devait venir cette chose-là. Là, on va dire, mais tu es en train de parler de kabbaliste, en-kabbaliste, etc. Oui, mais je précise Kabbale avec C-A-B-A et non pas K-A-2-B, etc., qui est une forfaiture. Je reviendrai là-dessus, mais avec des documents pour bien le démontrer, le prouver et définitivement éteindre ce faux sujet. Je reviens donc sur alphabet. On a 1 et L pour faire al. Or, je l'ai montré lors d'une émission précédente, 1 et 12, ça fait 13, et ça correspond donc à cet arcane-là qui n'a pas de nom. C'est-à-dire, on l'appelle la mort, c'est la lettre M. Donc, nous avons l'amoureux parce que c'est ce travail-là, aimer, c'est la gravitation. L'individu qui meurt, il se sépare de la gravitation. C'est curieux dans la manière de dire des anciens, mais c'est ça la vérité factuelle, c'est-à-dire qu'on n'est plus assujetti, un mort n'est plus assujetti à l'attraction universelle, au temps qui passe, aux formes de l'énergie incarnée, etc. Puisque selon les anciens, les énergies dont il est question, c'est l'incarnation des forces. La vraie force au début de tout, c'est la pensée mélangée de sentiment, c'est-à-dire un triangle. Pensée, ici, c'est-à-dire les sciences, sentiments, les arts, et au sommet, le médium des deux, c'est-à-dire l'amour de la sagesse. Savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait, quelles seront les conséquences, c'est ça qui est incroyable. Mais bon, ça c'est un travail divin plein et entier. Revenons donc à cette chose. Alphabet, c'est A, lettre 1, et L, lettre 12. Résultat, la lettre M, qui est au 13e rang, c'est la dernière lettre de la première partie de l'alphabet. Et si vous la mettez de biais, cette lettre M, comme ça fait la lettre, le chiffre 3. Parce qu'il y a 3 pointes. Il y a 1, 2, 3, 4 tirets, mais il y a 3 pointes. Et on ne considère que l'origine, les 3 points. Ça devrait intéresser les francs-maçons avec la lettre M, mais ils sont tellement arriérés dans ces domaines comme dans d'autres qu'il n'y a pas lieu de le leur reprocher, d'une part. Moi, je fais des piques parce que je voudrais que parmi les francs-maçons, il y en ait de francs déjà et d'authentiques maçons qui reconstruisent la partie perdue, la parole perdue, qu'ils ont perdue eux-mêmes, tout comme le christianisme, mais sans combattre les autres, en combattant leurs démons intérieurs. Ça, c'est autre chose, c'est le but du bouddhisme et des religions authentiques. Bon, je continue. Donc, dans Olmec, vous avez un O à la place. C'est-à-dire qu'ils, eux, sauvaient la totalité de l'ordre. Mais nous, on ne sait pas lire l'écriture Olmec, qui elle aussi est à la fois idéographique, hiéroglyphique, etc. Les manières de lire sont fausses. On note quand même qu'il y a une parenté entre l'hiérographie Olmec, entre le chinois ancien et l'égyptien. En effet, pour écrire le supranaturel, ils prennent le nombre 3. C'est pour terre, j'ai expliqué dans une autre intervention. Terre, c'est la troisième. En langage ancien, c'est le nom, 3, le nombre 3. C'est tree en anglais, c'est également a tree, un arbre, c'est-à-dire la relation ciel-terre. Il y a des racines pour la terre. Je vais faire une parenthèse. Les gens qui perdent leurs racines, comme on fait de nos jours, les migrants, etc., ce sont des gens éminemment manipulables. On déplace cette espèce d'arbre puisqu'il n'a pas de racines. Donc se méfier de cette procédure pourrie
qui va engendrer plus de tort à tout le monde, et même aux Illuminati eux-mêmes, tant pis pour eux, qui croient que parce qu'on est un être humain avec la même tête, grosso modo, les mêmes bras, les mêmes jambes, nous sommes identiques, semblables et analogues. C'est faux. Les personnes, c'est comme le vin, avec le cépage, ça prend les qualités des lieux. Parce que dans la notion d'incarnation chez les anciens, le lieu joue un rôle important. C'est comme dans l'astrologie, on vous demande où êtes-vous né, à quelle heure, etc. pour ces raisons-là. Quel moment de l'année? Bon, c'est de la même espèce. On coupe la moitié d'un individu comme ça. C'est comme si on le rendait orphelin du ciel. Donc ces personnages-là sont tellement occupés par des choses de la terre qu'ils ne voient plus les choses du ciel. Ils entament de fausses religions, mais c'est le cas des gens qui n'avaient pas de terre à une époque. Vous allez comprendre de qui je parle. Ils sont en train d'essayer d'aller partout. Pourquoi faire? Pour exploiter ce qui est ailleurs. De eux-mêmes, ils ne font rien, hormis du désordre. C'est ce qui se passe avec l'idée stupide des migrations. Voyager, c'est bien, se mélanger, ça n'est pas le meilleur moyen. Bon, peu importe, ils ont leur théorie, je présente la mienne amicalement et sans vouloir prétendre l'imposer. Je reviens à Al et A. Il faut considérer que la géométrie a du sens au-delà de la forme. C'est-à-dire que quand on voit la lettre A, elle désigne l'origine première, c'est-à-dire le ciel. Elle nous dit, vous avez pour parents, grosso modo, des extraterrestres, E et T, énergie stabilisée. Mais pour l'espace, pas pour ici. Et donc, cette lettre, elle rappelle que l'on est né du ternaire que j'ai exploité dans d'autres situations d'expression, à savoir tout pour les anciens, ou presque se réduit soit à 4, soit à 3, dont la somme fait 7, comme les planètes visibles, ou 12 en produits, comme le zodiaque, etc. Donc les référentiels sont la dualité, quand on pose la lettre A au sol, et dans le ciel, c'est l'unité. Et c'est là le travail de la science. Mais pour bien comprendre cela, il faut utiliser le nombre lui-même, et c'est pourquoi on déterminera ça par 1, 2, c'est la hampe montante du A, 1, 2, la descendante, et au travers, la cinquième. Et donc, le 5, c'est le milieu du nombre, et sa particularité, c'est d'être composé de 3 nombres impairs plus 2 nombres pairs. Donc, toutes ces choses doivent se comprendre. En plus, vous avez, pour les francs-maçons, je l'indique, le 5, sa forme, c'est une équerre, et ensuite, un cercle, figuration du compas. Donc, cette particularité qui dit qu'entre 1 à 9 et 9, il y a 5, c'est important puisque c'est une valeur utile. Le cercle, c'est le compas. Il y a 22 figures régulières et seulement 22 dans un cercle. Toutes les autres sont des multiples. Or, par exemple, l'alphabet hébreu, dont on dit que c'est un alphabet racine, comporte 22 lettres. C'est faux, en réalité, il y en a plus que cela, mais ce sont des lettres terminales, des cas particuliers, etc. Nous, on est intermédiaire entre le quart de 100, 25, et le nombre du fer, 26. C'est intéressant parce que le fer nous fait vivre, tout comme l'alphabet fait vivre la pensée. Le fer nous fait vivre parce que c'est lui qui capte l'oxygène de l'air et qui nous sert, grâce à l'irrigation par le sang, qui est composé de plaquettes de fer, pour faire bref et rapide. Donc, c'est cette période-là, le moment où Mars, c'est-à-dire le fer, si on traduit directement, était dominant à l'ère, au mois précessionnel du Bélier. Je rappelle que Bélios, ça se lit B, donc l'enceinte, le lieu où réside, le foyer, dans le sens céleste du terme, il y a un foyer, c'est le centre du soleil auquel tout tourne, et donc c'est le signe du bélier, c'est B, Hélios, le nom du soleil en grec, parce que les Grecs ont transmis la science céleste des Égyptiens par des termes qui réunissent cela. Et pourquoi c'est important Hélios, parce que bélier, avant, se disait mouton dans l'ancienne astrologie, on disait mouton, mais ça veut dire presque la même chose à une différence près, c'est que mout, chez les Égyptiens, c'est le vol d'un charognard. Grosso modo, c'est plutôt ce vol-là qui est indiqué, puisqu'il y a la lettre M pour mort, parce qu'un charognard, ça mange les morts, la lettre O en translittération, c'est pour ça que le français, quand on translittère les prononciations d'ailleurs, est très puissant, c'est son vol. Le charognard vole de manière circulaire et il bouffe tout, c'est-à-dire tout ce qui est charogne, il la bouffe. Le U, c'est le récipient était fixé. Donc ce personnage qui s'appelle Mout, c'est le, comment dire,
C'est le vautour charognard en Égypte. Incidemment, c'est l'oiseau qui vole le plus haut en Égypte. Il avait un ancêtre qui s'appelait Gypaète, un rapace, qui lui aussi avait cette habitude, mais le rapace dit Gypaète, il mangeait aussi bien des charognes que des choses vivantes qu'il attrapait. Donc c'est un rapace intermédiaire. Or, l'anagramme de Gypaète, c'est Égypte. Or, le gypaète est en train de disparaître totalement d'Égypte. Il y a seulement 2 ans qu'il a été réintroduit, recommence à se développer. Ses couleurs fondamentales, c'était blanc, rouge et noir. Par hasard, l'écriture des Égyptiens anciens, c'était blanc, rouge et noir, de la même manière que les 3 couleurs de l'œuvre des hermétistes venaient de la couleur noire d'abord, puisque Crémite, c'est le nom ancien de l'Égypte, et ça dit la noire. Donc c'est de la noire que sort la lumière, qui est devenue le blanc, et la lumière active que deviendra le rouge. Curieusement, les seuls éléments qu'on ait d'écriture à l'île de Pâques, et je ne parle pas du rongo-rongo, mais vraiment de l'écriture pariétale dans des grottes sous le dessus de l'île, c'est en 3 couleurs, les mêmes. Il y a du noir sur fond gris, verdâtre, etc. Il y a du blanc sur tous les fonds et du rouge aussi. C'est rarissime, c'est en train de disparaître parce que pour la plupart des grottes, elles sont nettoyées par les courants marins ou détériorées par les visiteurs. Parce qu'il y en a, il y a un trafic là-dessus, peu importe, c'est pour dire que c'était la même chose. Pour donner une idée également des langues, nous avons une écriture en Grèce qui s'appelle aboustrophédon. Ça veut dire, en grec, qui va d'un endroit à un autre et revient de l'endroit vers le premier endroit. A vers B et B vers A. Donc cette écriture fait une ligne lisible dans ce sens-là, de gauche à droite, une ligne de droite à gauche et ainsi de suite. C'est intéressant parce que c'est exactement le rongo-rongo se lit comme ceci. Plus exactement, il y a 2 lectures diplomatiquement agencées. Il y a une ligne qui se lira par un lecteur et l'autre par celui qui est en face. Et ça veut dire qu'on essaye de dire qu'on écrit d'une manière double. Comme j'ai dit, de la diplomatique, il y a des gens… Je peux très bien passer tout le reste de cet exposé à parler à certains de manière comme si tout le monde était néophyte et à d'autres comme si c'était des gens très instruits déjà. Et je vais me servir du langage dont j'explique les modalités, les formes, etc. Je reviens donc sur Al. Ça désigne le ciel, alors que la lettre L désigne le ciel d'où viennent les choses, c'est plus grand pour cette raison, et la terre ou la portion la plus petite qui désigne les choses horizontales. Or, sachez quand même que dans la graphie ancienne, tout ce qui est vertical est transcendant. Par exemple, dans le zodiaque des astrologues, ils ne le savent pas, mais la ligne qui va du signe du Capricorne au signe du Cancer, 2 fois C, eh bien, c'est la ligne du temps. Or, le temps, c'est la Lune qui est la plus rapide parmi les choses que l'on voit dans le ciel autour de nous, alors que Saturne, qui est maître du Capricorne, c'est la chose la plus lente. Donc, on voit qu'il y a une relation temporelle entre la Lune, plus rapide, et Saturne, moins rapide. D'où la désignation de cette chose-là. Mais il y a plus étrange que cela. C'est que la révolution de la Lune autour de la Terre, la révolution dite synodique, c'est-à-dire où la Lune rejoint le Soleil qui a été pris au début d'un mois, parce que le Soleil a continué à avancer, donc ça fait plus de 28 jours, ça fait un peu plus de 29. Or, si la révolution synodique de la Lune, c'est 29 jours et un peu plus, la révolution de Saturne autour du Soleil, c'est 29 ans et un peu plus. Et cette durée de 29 ans et un peu plus, ça fait 365 mois terrestres, c'est-à-dire l'équivalent en jours de l'année exprimée en jours. C'est assez délirant. Donc on a une relation entre Saturne annuel pour sa révolution à lui et Saturne qui exprime les mois d'une année terrestre d'un côté et les jours de la révolution lunaire. C'est pourquoi ils sont face à face, parce qu'ils sont en relation. Et on voit que dans la mythologie grecque, la lune désigne les enfants, parce qu'en effet, ils ont la tête ronde comme la pleine lune, ils sont blanchâtres, etc. Ils têtent du lait dans un sein rond et du lait blanc comme la lune, etc. Et donc, la première nourriture des anciens et des enfants notamment, c'était des crêpes. Et des crêpes comme une lune, comme ceci. Si vous êtes bien au courant de tout cela, cette carte le dit à sa manière. Le centre des choses du ventre a été créé par quelque chose qui ressemble au soleil et à la lune. Au centre, vous voyez un cercle qu'il tient. Ça veut dire tout passe par le centre. Et d'ailleurs, là où il met ce cercle-là, je remonte, c'est le nombril. Le nombril.
c'est-à-dire celui par tout lequel les choses débutent. Or, ce nombril, il dit le nombre de I qui est 9 dans l'alphabet et L qui est 12. Et 9 et 12, là, ça fait combien, Karine? Pardon? 9 et 12? Oui. Mais 9 et 12, 21? D'accord, c'est le nombre même des arcanes Majeur. ou numérés du jeu de tarot. Et quand tu inverses, ça fait 12. Ça, c'est le langage des anciens. C'est extrêmement ingénieux, c'est très synthétique, mais encore faut-il apprendre à lire les choses telles qu'elles sont proposées. Ça marche. Bon, et en réalité, on verra que 12 ou 21, c'est la même chose pour les anciens, à tel point que le sol de la chambre haute de la Grande Pyramide, c'est un carré doublé. Et ça se lit 1 pour carré et 2 pour les deux carrés côte à côte. C'est le carré long des francs-maçons. Ils n'ont toujours pas, je vais leur donner cette leçon comme à des néophytes, puisqu'ils l'ont oublié, les malheureux. Donc, je continue avec le nombre il. Nombre, parce que ça détermine un ordre en même temps qu'une quantité. On voit ce que vaut le nombre. Mais également, c'est qualitativement. Un, c'est l'unité, ça se suffit à soi-même. Et pour faire deux, il faut unité qui reproduit l'unité. Donc, c'est ça une enceinte. Ainsi, la chambre haute de la Grande Pyramide ou toute autre pièce est une enceinte, quelque chose qui produit. Donc, sans rentrer dans les détails, on voit que toutes les situations qui nous sont proposées le sont sous cette forme, à savoir, on dit hiéroglyphique, langue sacrée, mais c'est la langue ancienne par excellence qui propose des emblèmes. Mais dans ma lecture des emblèmes, il y a des symboles qui se compénètrent. Ainsi, le centre est figuré par le point qui est au milieu de cette carte. Si on fait ça, on met les diagonales dont j'ai parlé on a deux triangles rectangles et hop, ils se coupent ici. Donc, ça veut dire que toutes les valeurs ici. Maintenant, si on calcule la valeur de surface de ce triangle et de celui-là, on aura quelques petites choses intéressantes à constater. Je donne d'autres choses, par exemple, sur cette carte. On voit le regard. Or, le regard, on ne le voit pas, on ne peut pas le voir. On devine que la ligne du regard va vers cette ligne verticale. Or, si on fait un trait très précisément par les yeux de ce personnage et la verticale, on trouve un angle très spécifique qui est un angle qu'on trouve dans le monde des physiciens. Idem avec le bâton qu'on voit ici, là c'est concret. Le bâton, c'est le sceptre de celui qui commande, mais c'est la mesure. Ça veut dire, le sceptre, ça veut dire, en langues anciennes, c'est la mesure. De celui qui porte le sceptre, le roi, le maréchal, avec son bâton de maréchal, il doit pratiquer la mesure. On ne tue pas les ennemis pour le plaisir de définitivement les effacer. On peut essayer d'en faire des amis. C'est ce que ça veut dire aussi. Le bâton, par exemple, du prêtre, ça veut dire ici, à cet endroit-là où je suis avec ce bâton-là, la totalité de l'univers peut prendre racine parce qu'il sera toujours bien accueilli, celui qui est dans l'univers. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est ainsi. En réalité, le bâton de l'évêque se lit la lettre S pour spirale et I, c'est-à-dire manifestation de l'intelligence, et la totalité en mouvement de ce qui se situe dans l'univers se trouve d'aller du ciel, du sommet donc de ce bâton jusqu'au sol. On ne va pas rentrer là-dedans. Et ce bâton, le I de nombre il est déjà figuré ici, au sommet de cette carte. Vous voyez, il y a un 1, mais le 1 se lit aussi bien I, ID, intelligence. C'est pourquoi on lui a donné cette forme. Et c'est le bâton par lequel on va faire de la géométrie. Un carré, c'est 4 fois I. Et 4 fois I, ça veut dire l'intelligence du feu, l'intelligence de l'air, l'intelligence de l'eau, l'intelligence de la terre. C'est-à-dire qu'il y a intérêt à bien apprendre son alphabet numérique. C'est 9 nombres, mais là-dedans, il y a une infinité de choses à connaître. Je continue ici, puisque personne ou presque ne connaît les cours. Je rappelle qu'on lit le battleur. Je vais faire la lecture de le. C'est donc un triangle rectangle, mais il y a le E qui est 3 plus 2, c'est encore 5. 3 lignes horizontales et 2 verticales, ou encore une ici et 3. Ça fait 4 et 5, ça fait 9. La totalité, c'est l'énergie. Mais quand on fait le E qui est à la 5e place et le L qui est à la 12e, ça fait 17. Et je montre auquel cas la continuité dans ce domaine, puisque je vais vous proposer l'arcane 17, qui s'appelle l'étoile, c'est-à-dire l'être à proprement parler. Donc dans l'article le, on désigne un être, quel qu'il soit. Il y a 4 formes d'être dans l'univers. La divinité, qui correspond au feu,
parce qu'elle est tout le temps en mouvement, elle chauffe, elle éclaire, c'est le minimum qu'on puisse lui demander. Donc le feu, c'est F, paternité de Ehou le meilleur. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce que le feu, il est aussi bien capable de faire fondre du beurre que coaguler un œuf. Donc il fait une chose et son contraire. D'où la dangerosité du feu. Une petite étincelle peut entièrement effondrer quelque chose, alors qu'on aura établi cette chose-là grâce au feu, en fondant les métaux, en collant des choses, etc. Donc c'est bon à connaître. Ensuite, deuxième catégorie d'individus dans l'univers, c'est l'événement, c'est la chose qui coupe le temps en plusieurs parties, parce que par exemple, la naissance de quelqu'un, c'est l'événement fondamental de l'existence de quelqu'un. C'est pourquoi l'astrologue demande la date de naissance. À partir de ce moment, le mélange entre le destin et la volonté de l'individu, son libre arbitre, donc, va fonder une trajectoire originale à partir de ce moment-là, c'est-à-dire la date, le jour, s'il fait nuit ou s'il fait jour, s'il fait beau, mauvais, quelle est l'époque, ensuite l'heure de la journée. Alors c'est important, le jour est important parce que quand on dit lundi, ça veut dire qu'il y a un assujettissement lunaire et qu'il y aura une teinture lunaire sur le personnage, c'est-à-dire il y aura une fondation cyclotimique. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, c'est une science très fine, mais longue à apprendre. Donc je reviens sur le nombre il. Ça veut dire que ce personnage, le premier arcane du jeu de tarot, il dit au centre de tout, tu trouveras le nombre. Et ce nombre qu'il montre, c'est 0, qui est à la fois le contenant maximum et celui où il n'y a rien dedans, la valeur 0, il n'y a rien, ou la totalité là-dedans. Il dit la totalité dans le point parce que tout comme la date de naissance pour l'individu, c'est par le point que commence le monde physique en quelque chose, la représentation. Pour les matheux de nos jours, le point n'a pas de dimension, néanmoins ils font tous comme s'il en avait nécessairement une. Donc, le point est intermédiaire entre la transcendance et l'immanence. Mais le mot point dit rien. Donc, il vaut pour 0 et c'est pourquoi le 0 a été conçu comme entité mathématique au moment où le mot a été fait. Et le 0, il dit Z, c'est-à-dire la lettre N de la mutation, parce que tout mute en sa présence. Si vous avez le 1, il mute, il s'appelle 10. Si vous avez le 2, il mute, il s'appelle 20, etc. Et en même temps, il ne vaut rien si vous mettez le 0 avant. Ça fait 0,1 et ça vaut 1, c'est tout. Donc, cette compréhension de cette mathématique-là, que d'autres zozos appellent donc numérologie, est fondamentale chez les anciens parce que ça donne un champ de permutation extraordinaire. Or, dans le nombre lui-même, dans ces catégories de nombres notamment, et la théorie du nombre est très importante si on veut bien l'étudier comme cela, ces permutations, c'est comme dans un mot. Si, par exemple, je prends le mot ressasser, qui est un verbe en l'occurrence, ce verbe, il exprime la situation de refaire la même chose sans arrêt. Mais si vous lisez ressasser de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est pareil, il fait ce mouvement, ressasser. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans la lecture pour les Pasquans, c'est-à-dire les Rapanouis et les Grecs, c'est la même chose, c'est-à-dire on va du bout de la ligne à gauche jusqu'au bout de la ligne à droite, et on revient du bout de la ligne inférieure à droite jusqu'au début de la ligne à gauche, etc. Donc on fait la lettre Z de 0. Donc on lit dans les deux sens, et surtout on relie un sens à son contraire. C'est-à-dire le A et le Z, par cette relation, sont mais. Si vous regardez la lettre Z, je l'ai dit, c'est la lettre N qui est mise sur le côté. Si elle est mise sur le côté, elle signifie quoi en même temps? Que le A est la première lettre de l'alphabet et que la deuxième de l'alphabet universel, c'est le Z, parce qu'on lit 2, il a 2 pointes. Mais c'est l'emblème de la mutation qui est arrêté. C'est un peu compliqué ce que j'explique et je crois qu'il va falloir écouter la précédente vidéo qu'on a faite ensemble, etc. Donc, nous en sommes simplement à montrer quelque chose au centre de la carte dite du battleur et on a seulement expliqué le, c'est-à-dire l'article masculin qui désigne la chose, l'étoile, l'être. Donc, le, ça montre l'étoile et l'être. En revanche, si on avait la papesse, qui désigne grosso modo, non plus l'être, mais la nature dans laquelle l'être va s'incarner, les lettres successives, c'est L, la lettre L au 12e rang, et A au 1er rang, ça fait 13. Et on retrouve l'obligation de considérer que la nature est périssable, puisque l'arcane 13 ne se dit pas la mort, mais l'arcane sans nom.
Or, ce qui est mort n'a pas de nom. C'est pourquoi, dans la magie des Égyptiens, connaître le nom, c'est connaître l'être. Parce que quand on parle, on est obligé de connaître le mot qui va à la chose. On continue. Il y a en premier la divinité créatrice pour le feu, pour l'air, l'événement. Et un événement, c'est de la nature de l'air. C'est-à-dire, bon, ça s'est passé, on ne sait pas où c'est. On ne veut pas l'enfermer, sauf dans une date. Donc, on voit la liaison qu'ont fait les anciens entre Mercure et Saturne, parce que les deux dieux sont les dieux du temps. Si vous allez lire le dictionnaire qui est Flammarion pour Mercure ou Hermès, on vous dit Dieu de l'univers et Dieu du temps. C'est étrange, mais c'est parfaitement vrai, c'est la meilleure définition, car l'une des plus anciennes et les plus globales. Mais Champollion aussi le dit dans son Panthéon égyptien, qui n'est pas folioté, donc je ne peux pas vous dire la page, et il dit c'est le Dieu dont on ne parle pas parce que seul le silence ennoblit. Le silence n'a pas de forme, c'est comme une page blanche, etc. Et pourquoi? Ça veut dire que dans leur langage, tout peut être représenté grâce aux arts, aux sciences, à l'écriture, à la parole, qui sont les domaines de Mercure. Donc c'est le Dieu universel, c'est pourquoi il vient après le Dieu créateur qui est figuré par son frère Apollon, dans la mythologie tout du moins. Donc Mercure vient après la lettre du point de vue des planètes. Mercure vient aussitôt au-delà. Et il a la même qualité que la Lune. La Lune présente toujours la même face à la Terre et Mercure toujours la même face au Soleil. Et on voit que le dieu Thoth, Hermès, Mercure est dit régent de la Lune pour cette raison-là. Mieux que cela, vous regardez des photos de la planète Mercure, des photos du satellite la Lune, on dirait qu'ils sont semblables. Donc ils possèdent des particularités identiques. C'est pourquoi lorsqu'on regarde l'axe astrologique Capricorne, Cancer, tous les deux par C, ça veut dire que c'est le temps de la Lune qui détermine le temps de tout le monde dans le système solaire. Ce que j'ai montré tout à l'heure avec la relation entre le Soleil, l'année solaire, 365 jours, 365 mois pour Saturne, dieu du temps, et Chronos, c'est la couronne. Nous, on dit couronne, eux, ils disent Chronos. C'est le nom du plomb parce qu'en réalité, on voit que la science des anciens est très... tous les métaux passent par un cycle qui les emmène vers le plomb. Et donc, aussi bien d'ailleurs, les métaux dits radioactifs se déterminent par une durée de vie qui peut être extrême par le plomb. Donc, ces choses-là sont bien à connaître. Le plomb, c'est un matériau très bizarre qui ressemble à l'or. Hormis la couleur, il est l'un des plus pesants, comme l'or qui est le plus pesant, enfin, pour ceux qui ne connaissent rien de la physique des anciens, et il a cette qualité de ductilité que possède l'or. Donc, ils ont des choses en commun, il faut les connaître. Ça vient justifier le principe que développent les alchimistes. Il y a dans le plomb ce que sera l'or. Je rappelle que le verbe être en français, ça désigne une personne, alors que sera, c'est ser, c'est le verbe être en espagnol. Spain, qui a fondé le mot espagnol, parce que c'est un site minier extraordinaire, ça vient du verbe grec très ancien. Spain, c'est extraire. Spao, ça veut dire j'extrais quelque chose. Et on l'a dans spagyrie, par exemple, extraire quelque chose. Mais ça veut dire également aussi bien coaguler qu'extraire quelque chose. C'est-à-dire à partir du lait, j'extrais du beurre ou de la crème, qui est presque solide, colloïdal pour la crème et solide pour le beurre quand il n'est pas fondu. Donc c'est une acception très large. C'est ainsi que se construit la culture des anciens, c'est-à-dire l'observation est synthétisée en permanence et restituée par les formes, la phonétisation de l'alphabet, etc. Comme on va très lentement, on est toujours à la voyelle A. C'est le moyen qui a été utilisé par les anciens pour dire que le larynx, c'est l'inverse de Al. C'est-à-dire notre voix, c'est l'inverse de la divinité. Ce qu'on dit, ce ne sont que des imbécilités par rapport à ce que dit l'univers lui-même. Néanmoins, c'est quand même intéressant parce que larynx, c'est la lettre de l'ordre d'abord. Et ça veut dire que moi qui ai été bègue très gravement et pendant longtemps, je sais ce qu'est l'ordre dans l'arrivée des lettres et de leur prononciation, parce que sans ça, on est incompréhensible. Donc, dans le mot larynx, il y a ça. Les lèvres comportent également la et L-A-B, c'est-à-dire non pas L-A-R, la force de ce qui est l'ordre inversé en l'occurrence, c'est-à-dire quand on dit larynx,
Ça sous-entend, dans la science des anciens, que la lettre L, l'ordre est prépondérant et ensuite la phonétisation. Donc, quand on est dans la situation d'être bègue, c'est un mot que je n'expliquerai pas, on devrait dire incapable de parler, mais on n'a pas ce mot-là. Et ça commencerait nécessairement par là, ce mot. Donc, ça veut dire que le mot alphabet, il dit l'inverse de ce que dit le mot larynx et l'inverse que dit le mot labial, tout ce qui procède de la bouche et des lèvres notamment. Donc, on voit que la structure des mots émane de la structure non pas seulement vocalisée, non pas seulement de la forme géométrique du nombre du rang dans l'alphabet, mais de toutes sortes de variables emblématiques collées à ça. C'est assez étrange parce que, et là je m'intéresse de nouveau à parler aux ufologues, c'est le même type d'écriture que trouve une espèce d'extraterrestre appelée Oumo, c'est-à-dire U réceptacle de M, ce qui fait naître, et O la totalité. Mais on ne rentre pas là-dedans parce que c'est exactement le même principe. Donc on peut a priori s'apercevoir que dans la langue écrite, puisqu'on ne les entend pas eux quand ils parlent, ils écrivent, il y a les mêmes principes que la langue la plus ancienne. Ça, c'était connu du dénommé Albert Einstein. Aussi curieux que cela paraisse, il s'est passionné pour cette chose avant même qu'elle soit connue, mais il l'a connue en lisant des livres intéressants et antérieurs, parce que c'était ça. D'ailleurs, Robert Oppenheimer, c'était pareil, il lisait tous les anciens bouquins, notamment les Védas, le Mahabharata, enfin des choses hindoues, et donc il savait que les Vimanas faisaient référence à ce que nous appelons de nos jours les soucoupes volantes, ou moins mal dit peut-être les ovnis, etc. Et ils avaient donc pensé qu'une humanité terrestre antérieure avait laissé tout cela. C'est ce dont témoigne Aristote. C'est ce qu'il dit. Il dit, avant nous, il y a d'autres personnes qui ont mené la philosophie et la science et les arts au plus haut. Et brusquement, ces choses sont cassées et on a dû repartir du début. Ça a fondé le mythe de Sisyphe, un mythe décisif, à savoir que la mythologie nous enseigne que l'homme pousse une pierre fort heureusement sphérique, et vous verrez dans le film à quel point c'est important, sphérique, parce que ça résume la totalité du savoir, comme la lettre O. Donc si je dessine une sphère en bleu, la Terre, vous saurez que c'est un lieu où a commencé le savoir dans l'espèce humanoïde que nous sommes. Dans Oumo, vous avez le O qui termine. Donc ils ont terminé leur vie sur Terre, sont partis dans l'espace. On reverra ça quand vous serez plus qualifié dans la langue des anciens et des extraterrestres, parce que ce sont les mêmes. Donc, quelqu'un qui veut avoir une relation avec les extraterrestres, c'est l'objet de ma prochaine conférence avec John Dee, dont on prétend qu'il parlait avec les anges. En réalité, ils ne parlaient pas, ils échangeaient, mais ça n'est pas à proprement parler un langage oral. Donc, c'est cette connaissance-là qui lui a permis de renouveler ce qui sera l'avenir de la Terre dès son époque. On doit à John Dee, dont j'ai déjà précisé que la lettre D et la lettre A sont les mêmes. Le D chez les Égyptiens se dessinait comme la lettre A, comme un triangle pointe en l'air, mais un triangle très étroit. Très étroit, ça fait 16, et l'arcane 16, c'est la maison Dieu. Vous verrez dans votre jeu favori, d'ailleurs, qu'il doit être signé le jeu de tarot de Marseille, parce que c'est Mars Hélios, c'est le début, puisque Mars est le maître du signe du Bélier qui commence le zodiaque, et Hélios est exalté dedans. Ça veut dire en langage ancien, Mars, c'est la volonté de vivre qui s'incarne d'abord, et ensuite le rayonnement que prend l'enfant qui est né dans la famille. C'est le centre de tout. La maman et le papa ne travaillent que pour cet enfant en réalité, pour le nourrir, pour le faire grandir, l'éduquer, l'instruire, lui donner la force morale qui va faire de lui quelqu'un, et non pas un zombie comme de nos jours. Il est toujours temps de se réformer, si on prend conscience. Donc, ce personnage-là, c'est le V du sigle du bélier. Et je rappelle qu'en espagnol, notamment, B et V se prononcent presque pareil, à tel point qu'il y a des jeux de mots qu'on fait notamment au Chili, à l'époque où les couples voyageaient en petites camionnettes Volkswagen, vous savez, comment dire, on appelait ça les hippies, hein, eh bien, ils disaient le bébé est dans le VV, parce que pour eux, Volkswagen, c'est VV. Mais la prononciation faisait qu'ils disaient le VV est dans le bébé.
Donc c'est incompréhensible pour quelqu'un qui a appris l'espagnol en Espagne, parce que là, cet usage, c'est plus précisé. On prononce plus V que B quand on lit V comme ceci plutôt que B comme ça. C'est peu de choses, mais c'est pour montrer que l'évolution de la prononciation joue un rôle. Je vais donner un exemple déstabilisateur, mais très solide. Le chinois a été changé dans son écriture du fait de son altération de prononciation. Avant, la philosophie des plus anciens Chinois, philosophie hermétique, se disait le Tao, fixer le A et le O, c'est-à-dire la totalité du don. On voit que le mot Tao a 3 lettres par ailleurs, une consonne et 2 voyelles, donc la première et la dernière dans l'ordre des voyelles, avec le U. Mais bon, on s'en fiche parce que dans le chinois, dans l'alphabet chinois, qui est un peu particulier, en effet, le O occupe la dernière place. Donc, ce qui nous intéresse savoir, c'est que dans les années 50 à 53, la langue écrite a été changée. Désormais, on n'écrit pas Tao en translittération, mais Tao, avec la lettre D. Hein, ça n'est pas un chanteur nantais dont on n'a rien à fiche, qui s'appellerait Étienne accessoirement, mais c'est pour dire qu'on a changé un T, une explosive, contre un D, une dentale. Ça veut dire qu'on a modifié les caractéristiques des contenus tels que transmis par les anciens. Or, l'explosif a sa valeur puisqu'il sous-entendait que le début d'une ère, c'est-à-dire ce qu'on appellerait le respire de Brahma ou le jour de Brahma, encore mieux dit, commence par une explosion énergétique. Mais ça vient d'un centre et ça vient d'un centre haut et transcendant, d'où la lettre A. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que maintenant, Mao Tse-tung, le Tse, c'est une prononciation qu'on trouve dans l'hébreu, on écrit simplement T et ça se lit Tse, Tsade. Eh bien, ça a fait que Mao Tse-tung est devenu Mao Zedong. Ça s'écrit Mao Zedong. Mais en réalité, le mot à l'origine de Tse-tung, c'était aussi de l'hébreu, parce que son nom, c'est Zeytoun, qu'on dit aussi bien en arabe qu'en hébreu, celui qui s'occupe des olives. Aceituna, c'est le même mot zeytoun, mais en espagnol. Et c'est l'acide acétique, c'est un acide qu'on trouve dans certaines huiles, curieusement. Mais ça, c'est pour la vraie chimie des anciens, on s'en fiche. Donc, toutes ces choses montrent que la déformation des mots, j'en ai parlé lors d'une dernière intervention avec toi d'ailleurs, eh bien, elle tient aux modifications que l'on donne. Alors, la modification n'est pas venue de n'importe où. Écoutez le raisonnement un peu bizarre. On a changé le T contre le D parce que le métabolisme chinois baisse de force et de qualité. Parce qu'en effet, lorsqu'on baisse comme cela, la langue change dans sa prononciation. Les gens qui étaient à la campagne étaient très costauds, très forts, physiquement, avaient une durée de vie très considérable, mais en venant dans la ville, ils se sont affaiblis. Ils ont perdu donc de la longévité, ils ont perdu de l'endurance, de la force et de la souplesse. Vous avez l'exercice qui est particulièrement apprécié par les Chinois de la précédente génération, qui est le Tai Chi. Tai, ça commence par T-A-I, c'est pas Tao, mais presque. Donc, on a dans le Tai Chi cette idée que je prononce Chi parce que c'est la prononciation chinoise ancienne. Mais actuellement, on a tendance à prononcer Tai Chi, c'est-à-dire pas Ki avec le K, mais Tai Chi. Donc, ce sont des choses qui sont modifiées. C'est-à-dire que la lettre K, qui commençait la translittération, c'est la lettre emblème du reflet des choses, s'en va. C'est-à-dire qu'on n'a plus le reflet de la spiritualité d'antan dans ces prononciations-là. Donc, c'est pourquoi il importe de protéger ces choses-là et de les faire savoir. Mais, vous allez poser la question, mais pourquoi maintenant faire savoir cet enseignement maintenant? Mais parce qu'il a toujours été suivi dans les familles, dans les congrégations et autres groupements professionnels, mais de manière muette, pour ne pas interférer avec le développement de quelque chose qui s'adapte et donc qui prend de la force de l'expérience. Si on donne ça à apprendre tel quel, ça ne sert à rien parce qu'on ingurgite, mais on ne digère pas. Donc, actuellement, pourquoi cet enseignement-là est important? C'est parce que nous sommes dans une situation de précarité, de peur, de crainte, d'angoisse, et que les gens qui se sentent dans cette situation se disent par où et comment va-t-on se rattraper? Donc, je propose une des formes du rattrapage. Ce que je peux dire, c'est que quand vous assimilez ça une fois, vous l'avez à vie dans votre existence, et c'est précieux parce que ça vous aidera de toutes les manières à
résoudre les problèmes quels qu'ils soient. C'est un prolongement culturel extrêmement puissant. Donc, par exemple, quand je dis Mao Zedong, je ne sais pas que c'est Zetoun, mais son nom d'origine montre que c'est un migrant hébreu qui est venu foutre le bazar dans la Chine traditionnelle, puisqu'il a viré toute la graphie traditionnelle, mais il a fait une translittération sans savoir. Mais maintenant, on en est revenu à la graphie traditionnelle, mais abrégée. Donc, le mandarin, lui, dans la prononciation, a gardé tout ce qu'il y a lieu de savoir. D'ailleurs, on disait en France, un mandarin, c'est quelqu'un qui est extrêmement lettré, très instruit, les mandarins de la science. C'est un ouvrage que je vous conseille vivement d'acquérir. Vous allez voir pourquoi la médecine et la science sont pourries de nos jours. C'est lui, Lumière, qui a écrit cela, avec son frère. Hein. Ce sont les inventeurs, entre guillemets, du cinéma. Donc ça vaut la peine de savoir que le cinéma, c'est quand même un art de la lumière, de la forme, de la couleur, de l'intensité en même temps. Terner, bien connu. C'est également un hommage au temps. On rentre dans le sujet. Donc nous avons d'abord la voyelle. Et vous notez que j'ai dit tout à l'heure, le A, il est comme ça, avec une barre. Vous retournez le A, sans la barre, c'est l'eau, c'est-à-dire le sens, et la lettre V, qui est pour la vessie, parce que l'eau passe son temps à descendre. Bon, je vais donner un exemple sur la valeur emblématique des lettres à travers une technique d'expression et de transmission chez les anciens qu'on appelait acrologie. J'ai donné ces deux choses, donc je ne vais pas les retenir. On va prendre la médecine, dont j'ai dit que la lettre M s'occupe de la vie et de la mort, parce que M, c'est la parturition, l'accouchement, ce qui fait naître, alors que la lettre M, c'est l'autre partie. J'ai dit à un moment que la lettre M ressemble au nombre 3. Or, la mort se disait chez les anciens trépas, c'est-à-dire 3 pas. Le premier pas, c'est quand on quitte l'enveloppe corporelle vers l'intérieur, mais on est toujours conscient. C'est-à-dire on est en relation avec la Lune. Le mot conscient, c'est-à-dire en relation avec ce que la Lune traduit du reste de l'univers. C'est bizarre, mais c'est comme ça, parce que ça, c'est de la vraie science. Donc, on reste conscient, mais on ne peut plus communiquer avec un C et avec 2 M. Donc, ces choses-là sont terminées. C'est le premier pas de la mort. Le deuxième, c'est quand cette possibilité de relation, qui est toujours corporelle, s'éloigne du corps. Et là, on est dans un monde intermédiaire. C'est le deuxième pas. Et le monde dit au-delà par les anciens, c'est là où on n'a plus de communication possible sans réapprendre à communiquer avec le monde incarné. Alors, c'est expliqué de toutes les manières possibles dans les anciens bouquins, mais c'est illisible parce que cette modalité de lecture n'existe pas. Mais le mot occulte le dit très bien. Il dit O pour le soleil, il dit C pour la lune et culte pour la relation entre les deux. C'est-à-dire cultiver, c'est mettre des choses, des graines dans la terre pour en recueillir 10 fois plus, etc. Donc c'est bien le monde de la polarité exprimé par le masculin, le soleil, celui qui irradie et celui qui récupère, à savoir la terre et la graine en l'occurrence. Et ça se développe. Donc ça, c'est la culture selon les anciens. Il faut mettre du sens dans la terre pour que ce travail que j'ai décrit dans ta précédente où j'étais, vidéo, c'est les choses rentrent par l'oreille, descendent et remontent, comme une graine. Les anciens secrets, chez les Grecs, étaient empruntés aux secrets des Égyptiens parce qu'ils disent tout procède de cette manière, notamment la photo, le cinéma, qui ont été en réalité inventés et découverts par les hermétistes. Les premiers à parler de ces choses-là, ce sont dans des livres qui datent de 2 siècles avant la découverte de la photo. Et les hermétistes, qui n'étaient pas des nigauds, c'est à eux qu'on doit, par exemple, le linceul dit de Turin, c'est-à-dire la photo en 3D, littéralement, d'un personnage qui pourrait être le Christ ou encore Jacques de Molay, on s'en fiche, mais cette image n'est pas imprimée, cette image n'est pas autre chose qu'une énergie projetée et qui teinte physiologiquement, littéralement, tout ce qui l'entoure. Grosso modo, ça se produit, je vais vous le dire, ça va vous faire rire, mais quand l'être supérieur, c'est-à-dire brillant et rayonnant, s'éteint, il laisse une marque comme ça, un rayonnement, qui peut s'imprimer sur les murs, sur la toile, etc., etc. Il peut être vivant ou mort selon notre manière de voir, mais il est infiniment vivant, donc ça n'a strictement aucune importance pour lui. On continue donc A en relation avec H, 8 et 12, et on remarque immédiatement que la relation entre D, qui est un triangle pointant l'air, et en relation avec le A pour la forme, est en relation avec le H parce que c'est le feu, mais les 2 triangles comme ça, si j'ouvre le D
le delta. Comme ça, j'ai la moitié du H, la moitié supérieure, la moitié inférieure. Toutes ces choses font partie de cette lecture-là. Si vous avez l'occasion d'aller en Charente-Maritime au château de Dampierre-sur-Boutonne, D c'est l'indicatif du feu, et de 10, c'est pourquoi ça commence le nombre 10 par D et un demi-diamètre, avec I l'intelligence et X la chose inconnue, eh bien nous pouvons regarder la galerie supérieure. Le château, il a 2 tours et il a une galerie supérieure. Ça dessine la lettre H, c'est-à-dire la relation entre le transcendant et l'immanent, c'est-à-dire le supérieur et l'inférieur de la table d'émeraude. Et bien dans cette galerie, on trouve au plafond, ce qui nous oblige à lever la tête vers le ciel, un décor en pierre et à voir le ciel à travers la pierre des philosophes, c'est-à-dire des alchimistes. Or, il y a 93 caissons, c'est pas n'importe quoi, 93, c'est 3 fois 3 égale 9 plus 3. C'est-à-dire, ça fait sous-entendu les 3 éléments animés par le premier d'entre eux, qui est le feu. Et le feu, je rappelle que son emblème, son glyphe, c'est 3 barres comme ça et 3 lettres. Donc tout cela, c'est cohérent quand on sait lire. Là où je vais coincer les vilains qui me font des misères parce que ce que je dis ne leur plaît pas, quand on lit bien le français, on peut lire l'anglais, mais on ne sait pas pour autant le comprendre, parce que les lettres sont dans un désordre apparent qui n'est pas notre ordre à nous. Pareil, mais il y a des lettres différentes en allemand. On pointe par exemple le A ou le U avec 2 points, mais on ne sait pas comment on doit le prononcer si on ne parle et on ne lit que le français. C'est ainsi que tout ce que je viens de dire s'applique à ces formes-là. Ces formes-là doivent être lues comme je le dis. On doit, par exemple, pourquoi on lit le mot « un » comme ceci? Parce que dans la graphie ancienne, on dessinait « un » comme un contenu, c'est-à-dire une urne pour parler tout cela, et après la lettre N qu'on connaît dans le mot urne, urne c'est lumière, donc contenant de la force de N transcendante et qui se propage en énergie. Mais là, je vais vite, il faudra que vous fassiez le travail sur un papier et refaire. Donc je disais, donc l'urne, elle propose d'accueillir quelque chose, alors que la lettre N qui vient après, dans 1, c'est fait une voyelle, une consonne. Et la consonne, la N, elle montre une barre qui va vers le haut, une pointe, ça redescend en travers, comme s'il s'agissait du L, comme j'ai montré tout à l'heure, l'ordre, c'est-à-dire le triangle rectangle multiplié par 2 et tête bêche. Donc on voit que le tête bêche, ça veut dire que la lettre N, c'est le milieu de l'alphabet, sa forme, mais que la lettre N, la mutation, fait que le transcendant nous offre la possibilité de muter parce que c'est l'énergie qui fait muter, pas la matière. Elle est stabilisée, elle est statique, elle est inscrite dans le temps. Donc ces choses-là s'apprennent très doucement et le résultat, c'est une chimie différente, une physique différente, une psychologie différente et beaucoup plus adaptée à l'incarnation parce que c'est à l'écoute de la nature et ça permet de discuter avec la nature. C'est ça le plus important de la culture que j'essaie de faire connaître. Se gargariser en disant je connais l'astrologie, l'alchimie, tout ça, ça n'a strictement aucun sens. Ce qu'il faut, c'est connaître la nature parce que le moment où elle va, elle, décider qu'il y en a assez de nos bêtises, elle fera zouk en une fois. Et zouk en une fois, c'est une baffe monstrueuse. Si on ne sait pas où aller au moment qu'on aura été capable de comprendre, on sera éradiqué définitivement. C'est-à-dire qu'il y a 2 morts à considérer. Celle que j'ai appelée le trépas, c'est la mort de l'incarnation. C'est-à-dire il y a une partie de l'être qui pèse non pas 12 mais 21 grammes, théoriquement parlant, mais la plupart du temps c'est très proche, qui se retire à l'intérieur comme si elle rejoignait la graine intérieure. Cette graine intérieure, elle est à peu près ici. C'est-à-dire il y a un endroit particulier. Quand on ressent des douleurs morales violentes, c'est dans cet endroit que ça va. Et c'est insoutenable parce que ces douleurs prennent de la dimension et cet endroit-là souffre de cela. Donc, d'ailleurs, je rappelle que le soufre avec 2 F ou un F, ça a un sens un peu différent, mais en raccord. Le soufre, c'est un matériau qui, dans la nature, a plusieurs aspects, du jaune très pâle, voire blanchâtre, rosâtre, etc., au jaune presque rougeâtre. C'est surtout un matériau qui brûle, qui engendre de la chaleur, de la lumière, etc. Et donc, souffrir, c'est brûler, littéralement, pour les anciens. On revient au sujet. Donc, cette situation fait que
Si on ignore cela, on ne survivra pas. Nos prédécesseurs, ceux qui nous ont donné cela comme héritage, que ce soit les grandes pyramides en général ou le grillage sur la Terre dont l'élément principal semble être l'équateur penché, avec le nord géomagnétique en relation avec le travail solaire, si tout cela passe à la trappe, c'est-à-dire si je ne peux pas accomplir ce pourquoi je suis là, eh bien, tout le monde, malheureusement, à très peu de choses près, risque d'y perdre la vie, l'existence. Et cette deuxième vie, c'est celle qui va se réfugier au centre des choses. Donc, à cet endroit-là, qui est appelé le cœur. Je ne vais pas faire l'analyse de tout, mais c'est intéressant de savoir que le cœur, c'est corda en latin, cor, c'est-à-dire roc lu de droite à gauche. C'est-à-dire l'endroit le plus solide de l'être complet, c'est là. L'endroit le plus solide de l'être incomplet, c'est ou les dents ou une partie terminale de la colonne vertébrale. Bon, on ne va pas rentrer dans la physiologie, l'anatomie des anciens, parce que là, je vais me faire encore plus assassiner. J'aurai l'ordre des médecins sur la figure, et je l'ai déjà eu une fois, ça m'a suffi. J'ai payé 1 franc de dommages et intérêts, c'est très amplement suffisant. Donc, on revient à l'alphabet. AL, on l'a vu. On sait que les 2 font 13, c'est donc la mort. C'est censé nous apporter des informations sur la mort. Mais curieusement, vous commencez la première partie de l'alphabet, ça va de A à M, donc de la lettre 1 à la lettre 13 qui est figurée par la mort. Mais si vous lisez MA, c'est la grandeur. Ma, c'est la source de magie, par exemple, et de majeur, majoritaire, toutes ces notions-là de supériorité, soit qualitative, soit numérique. Donc, il ne faut pas se plaindre et se rappeler que le mot âme, c'est la première partie de l'alphabet. Par exemple, quand on dit malade, on essaye de faire comprendre que l'âme est atteinte par un feu dévastateur qui n'est pas contrôlé. Ça fait partie de la traduction du mot malade. Mais les médecins ignares ont pris le mot malade pour identifier des troubles qui sont toujours le même. Pour les médecins anciens, c'est soit quelque chose qui manque, soit quelque chose en trop. Donc, on peut commencer à apprendre cette médecine dès l'âge de 6-7 ans. Pourvu qu'on soit un petit peu attentif et éveillé, il faut savoir ce qui est en trop et ce qui manque, et c'est tout. Et après, apporter ce qui fait défaut et retirer ce qui est en excès. C'est tout, c'est d'une bêtise la médecine, si je puis dire ça. Je ne veux pas insulter le monde médical, c'est un monde qui vit des heures douloureuses en ce moment, surtout dans les hôpitaux. Je rappelle que hospitalier et hôpital, c'est le même mot. Or, on n'accueille plus des gens qui souffrent, on accueille des clients désormais. Et la différence est fondamentale. Mais bon, on le doit au fait que les gens qui devraient être avec les gilets jaunes pacifiquement et ensemble pour lutter contre ça, dorment chez eux dans le confort de leur godasse, délassés évidemment en fin de journée face à Hanouna et consorts à la télévision. On les conçoit parce qu'ils sont fatigués artificiellement pour cela. Alors, Jacques, je vais me permettre de t'interrompre parce qu'il nous reste 8 petites minutes si on veut tenir le temps. Oui. Et j'ai une question qui va plaire à beaucoup. J'aimerais savoir si dans les lettres de notre alphabet, d'accord, se cachaient des théorèmes mathématiques. Oui, et plus que des théorèmes, il se cache les constantes. Pourquoi c'est important les constantes? Parce que c'est la compréhension des relations entre les constantes, chose que j'ai montré au moins pour 2 constantes dans le premier film. Je dis au moins parce que je l'ai montré pour 4, mais ça n'était pas très visible et c'est volontaire, pour montrer que tout ce que j'ai mis est vrai fondamentalement et utile. Donc on reviendra sur ce premier film de manière obligée comme étant la base. Je rappelle que le mot Hermès en grec signifie fondation, base, etc. Et j'ai dit tout à l'heure également que sans les bases de la culture, on n'est rien, on n'est pas un être complet. L'homme se fait par sa culture et partant de la culture par le savoir-faire et le savoir-être. Donc, je reviens là-dessus, il y a en effet des théorèmes, je l'ai laissé entendre en abordant le fait qu'il y a des triangles rectangles. Connaître les qualités, les propriétés des triangles rectangles, numériques également ou formels, c'est très important. À savoir que dans l'alphabet, il y a 26 lettres parce qu'il y a 22 figures régulières inscriptibles dans le cercle et 4 modalités de ces figures. Mais ça, il faut penser aux structures pour le découvrir et ça n'est pas là. Vous le saurez si vous êtes capable de parvenir jusqu'à LRDP 6. Si je prononce LR d'un P, c'est dégoûtant d'abord.
ou LRDP, c'est-à-dire pour combattre, c'est un peu mieux. Néanmoins, LRDP6 vous dira les choses qui n'ont pas été dites avant. Pourquoi elles n'ont pas été dites avant? Parce qu'il est très difficile de commencer les leçons par la fin. Il vaut mieux commencer par des choses petit à petit qui conforment la pensée à la possibilité qu'aura cette pensée de s'approprier des idées. La pensée et l'idée, ce ne sont pas les mêmes choses. Elles sont même en opposition polaire. Donc, entre le récipient et ce qu'on veut mettre dedans, si on met par exemple un récipient qu'on appelle un filet, on met du sable dedans, jamais on n'aura de résultat. On met de l'eau dedans, on n'aura jamais de résultat. Pourtant, la fonction est la même. En revanche, si on met des oranges, tout marche bien. Voyez, c'est pour cette raison que les modalités de l'enseignement sont particulières. Donc, j'affirme, il y a non seulement une très grande quantité de ces choses qu'on appelle théorèmes, ça commence par théo, le mot qui désigne la divinité ou même le soufre en grec, et en plus, il y a l'indication des constantes fondamentales qui, quand on en connaît l'assemblage, constitue et reconstitue l'unité de compréhension universelle. Grâce à cet assemblage, on peut créer des moteurs, entre guillemets, faute de mieux, tels que les extraterrestres qui permettent de voyager à n'importe quel endroit de l'univers. Ça, c'est important. Et évidemment, je ne peux pas donner ça comme ça. Je pense que les Illuminati, immédiatement, s'en feraient des choux gras et nous assujettiraient encore davantage, en profiteraient pour aller partout pour trouver de quoi nous assujettir davantage. Donc, c'est la prudence qui me fait donner des informations et ne pas les donner. D'accord. J'espère que ça suffira pour aujourd'hui. Écoute, il me reste en 4 minutes, donc je vais te poser une dernière petite question. Donc, dans l'alphabet, comme tu l'as dit, on a 26 lettres. D'accord? Dans une précédente vidéo, en fait, on a parlé des origines de la langue française et je voulais savoir si ces 26 lettres ont toujours été là ou est-ce qu'on en a rajouté? Ça a été variable. On a, comment dire, ce sont les hermétistes qui font ce travail. Pourquoi on a 26 lettres? Parce que c'est le nombre atomique du fer et que cette langue a été en quelque sorte stratifiée et géométrisée à l'époque de l'ère précessionnelle du bélier, dont le maître est Mars le fer. Et parce que la vie humaine dépend de la capacité du sang et du fer à ramener de l'oxygène pour faire continuer le travail de la machine en question. Mais il y a une autre raison, c'est qu'en plus d'avoir 22 formes géométriques plus 4 modalités de ces formes, on a, pourquoi 4? Parce qu'il y a 3 formes géométriques à considérer, la géométrie euclidienne, la géométrie hyperbolique et la géométrie booléenne, mais il y en a une autre qui est inconnue du monde savant et que je développerai quand j'aurai terminé les films. C'est pour ça que j'ai pu prétendre qu'il y a une autre manière d'acquérir la médaille Fields des mathématiques. Tout ce que l'on connaît peut être mis à la poubelle et remplacé par un bouquin qui aurait 60 pages d'épaisseur. Ça, je l'ai annoncé depuis longtemps puisque j'ai fait que tous mes livrets n'aient que 60 pages d'épaisseur. Et tout le savoir en matière de nombre, d'analyse géométrique, topologique, physique, etc. est contenu en 60 pages. Mais pour ça, il faut que je fasse encore gros efforts d'expression pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, je disais, les choses qui ont été mises dans l'alphabet, c'est fait pour, tout comme la Grande Pyramide, nous indiquer comment on va devoir se comporter, avec quelle science, quelle modalité de comportement. Au centre de notre alphabet, il y a le comportement majeur qui est destiné à nous faire comprendre que c'est antithétique. Nous avons aime, le verbe aimer, et la lettre N, haïr. Parce que il y a à comprendre que le ternaire de ces choses-là, c'est pas d'un côté on aime et le contraire serait haïr. Le contraire, c'est très différent, c'est l'indifférence. C'est ce que je reproche aux gens qui ne veulent pas comprendre que les gilets jaunes sont nécessaires parce qu'ils traduisent véritablement. Évidemment, ils sont infiltrés par des tordus, mais la mode actuelle, c'est ça. Tout est infiltré par des choses tordues. C'est le fait des pourris sur la planète. Ils font ce travail-là parce qu'ils sont en train de perdre et que ceux qui vont gagner ne savent pas qu'ils peuvent gagner s'ils serrent un peu les boulots. Donc, au milieu de notre alphabet, il y a notre comportement. C'est une des leçons importantes à connaître. J'espère que ça suffira pour aujourd'hui. Écoute, là, pour moi, c'est bon. On a répondu aux questions. Tout va bien. Bon, même si on pourrait encore en parler pendant des heures, c'est voilà, peut-être l'occasion plus tard. Un tout petit complément. Si vous regardez ces lettres-là, M, vous retournez sur le côté droit, ça fait le 3. Ouais. Le N, vous faites la même chose, ça fait le 2, parce qu'il y a 2 pointes à la lettre N, mais il y a 3 segments de droite, et la lettre M, il y a 4 segments, et vous avez donc 2 comptes qui sont associés. Il faut savoir lire que
Les points ont une signification particulière. Par exemple, 3 points, c'est les maçons et c'est la lettre M en question qui est considérée. Et la lettre N, c'est 2. Or, ça dit ceci très clairement. La haine vient de l'incompréhension du fait que nous vivons dans la dualité et qu'elle n'est pas synthétisée, alors que la synthèse se fait par le 3 et qui est l'amour entre les deux choses opposables, c'est-à-dire le point central qui est opposé aux deux autres points dans la graphie de la lettre N. M. On voit que c'est extrêmement profond comme enseignement et que je ne peux pas parler de l'alphabet tout seul sans parler des modalités de sa construction et pourquoi ces choses sont mises dans cet ordre-là. Je termine. La lettre M, c'est la 13e, c'est un nombre premier. La lettre N, c'est la 14e. Et c'est la somme de 2 plus 3 plus 4 plus 5, mais il manque l'unité dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que c'est de ce travail qui est fait en conscience que se révèle l'unité humaine, la tranquillité qui permet de dire oui, tout a été construit et offert par la générosité, la libéralité, pas dans le sens du libéralisme qui est une idéologie imbécile, mais parce qu'il y a un créateur unique qui nous offre sa première lettre A qui émane d'un point qui se sépare, c'est ce que fait la divinité en créant, elle sépare quelque chose d'elle-même, de la même manière que la personne qui fait du thé, elle fait du thé avec de l'eau, avec des feuilles de thé, mais elle fait chauffer ça, elle fait quelque chose, elle offre le thé. C'est son travail qui fait que le thé existe. Avant, c'est de l'eau, des feuilles de thé et du feu. Et les casseroles, qui est-ce qui a fait la casserole? Qui est-ce qui a fait la gazinière, etc. C'est ce dont je veux parler. C'est-à-dire de multiples, on va vers l'unité. C'est ça, être initié. Parce que initié, le verbe latin initié, ça veut dire faire que 3 deviennent 1. 3, c'est le corps, l'âme, l'esprit, il faut que ça devienne 1. C'est-à-dire que l'esprit, qui est immortel, règne sur l'âme, qui se comporte dans la bonté, dans la générosité par conséquent. Puis c'est ça la vraie religion, c'est être généreux de son temps, de son savoir. Si on peut donner de l'argent parce qu'on n'a rien d'autre à faire, on le fait volontiers. Mais pas trop, parce qu'il faut que ce soit aux vertueux seulement, tant qu'à faire. Mais là, vous l'avez vu, avec un gouvernement qui ponctionne tout, on n'a pas affaire à des philosophes, donc pas à des vertus. C'est pour ça que la chose sociale se casse la gueule. Et je terminerai en rappelant que Imhotep, c'est-à-dire un personnage qui date de 31 siècles avant notre ère, avait dit ceci sous forme anaglyphique. A, N, ciel, terre, et renouveau, et A de nouveau, glyphe, écriture de Anna, semblable à. Il disait pas de vie morale, pas de vie sociale. Nous en sommes là. Voilà. Bonne fin de journée. Merci à toi pour l'effort. Bon profit à tous, à toutes surtout. Et à une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup, Jacques. À très bientôt. Salut à tous. Goose die, comme disent les Anglais.